Et vous, Chakib Sous, sur anthropologue sociologue, d'avoir le regard de l'anthropologue et le sociologue que vous êtes sur le mariage des mineurs, parce que moi, on a écouté un petit peu les différentes interventions. Et d'ailleurs, j'ai partagé ça à l'aparté avec le docteur Anishi tout à l'heure. C'est problématique, réalité problématique. Le mariage des mineurs aujourd'hui, on l'a bien vu aussi avec le Habib qui nous disait, moi, il y a une dimension socio-culturelle qu'il faut prendre en compte avant éventuellement de pousser la réflexion et surtout de passer à l'action. S'il vous plaît, الموضوع جد هام وتنهي المدرسة على الاختيار ديال الموضوع إلا أنه الحضور ضعيف ديال الطالبات والطلبة اللي هنايا علاش اللي ما يجيبوش جوج ولا ثلاثة أكثر يستافدوا من هذه الندوة. Je vais traduire pour les francophones. Le sujet est extrêmement intéressant. J'ai fait une proposition. Pourquoi ne pas faire venir 2 ou 3 classes pour assister au débat et l'enrichir. Merci beaucoup. Remarque tout à fait pertinente. C'est pas que j'ai réponse à tout, mais je vais tout de suite vous répondre là-dessus, dans le sens où l'établissement qui nous accueille aujourd'hui, à savoir l'ESSI, c'était aussi plus ou moins engagé à ce que les étudiants participent à cette conférence et à ce débat. Ils ont cours. Certains ont des soutenances et malheureusement ne peuvent pas être présents pour l'instant. Peut-être qu'ils nous rejoindront un peu plus tard, mais c'était prévu. Et vous savez, je pense savoir que c'est la motivation aussi de l'organisation de l'ONG Droit et Justice, c'est aussi de faire participer nécessairement et obligatoirement et prioritairement les étudiants et les jeunes. D'où le fait qu'on soit là aujourd'hui. Je vous ai répondu. Je vous ai convaincu, pas trop. Je suis au panel pour le lancement du débat. Docteur Chakib Sous sur voilà. Merci Rachid. Je voudrais d'abord féliciter l'association Droit et Justice pour le sujet de grande importance. Effectivement, je pense que les intervenants ont parlé du phénomène qui était important. Ils ont souligné le fait que le phénomène touche les femmes et donc l'avenir du Maroc. Je voulais réagir sur 2 points. Je voulais réagir sur le problème des chiffres. Les 9000 de moins de 14 ans, je n'en suis pas certain, mais j'ai l'impression d'avoir vu ça sur les résultats du recensement de la population et de l'habitat de 2014. Effectivement, il y a un problème de chiffres. On dirait que c'est l'HCP, parce que l'HCP qui officie pour le recensement de la population. C'est ça, c'est l'HCP. Au commissariat. C'est ça, c'est l'HCP. Et je pense qu'il y a un gros problème de chiffres. Et là, c'est un problème qui devrait être élucidé. Parce que le ministère de la Justice parle de 0,2% de garçons mariés, alors que le HCP parle de 17% de garçons. Et ça change énormément les choses. Et donc, je pense que le Maroc mériterait de mener une enquête pour comprendre le phénomène, savoir comment il se passe et avoir des données plus précises sur le terrain. Je pense, et je partage mon point de vue avec M. Hamid, c'est que le phénomène est là. Le phénomène n'est pas uniquement urbain, il est également rural. Le phénomène ne touche pas uniquement les mariages qui sont des mariages officiels qui passent par le juge. La majorité écrasante des mariages se passent sans l'autorisation du juge. C'est des mariages qui se font par offre, des mariages traditionnels. Et ces mariages-là, nous n'avons aucune idée de ces mariages-là. Et c'est là où je rejoins M. Hamid. Il faut peut-être s'occuper des causes qui sont à l'origine. Chacun va pouvoir intervenir aussi, mais il me semble important aussi de démarrer sur la dimension socio-culturelle également. On est au Maroc, ici il y a une tradition, où on fait référence à quelque part, j'allais dire, au respect d'une forme de tradition. Est-ce que ça, du coup, comment on fait évoluer? Déjà que faire évoluer les mentalités, c'est pas évident, mais comment faire évoluer des traditions, compte tenu du fait qu'il y a des populations qui sont encore très attachées à ces traditions? Oui, c'est difficile de faire passer l'évolution, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'âge du mariage est en train de s'allonger. Une femme se marie aujourd'hui en moyenne vers 26 ans. C'est vrai qu'au début des années 1900, les mariages étaient précoces, à l'époque, c'était 13-14 ans pour les filles et 17-18 ans pour le garçon. Sauf que, entre-temps, l'humanité tout entière a évolué.
Il faut se dire aussi qu'en France, par exemple, l'âge du mariage d'une fille était à 16 ans, mais passé à 18 ans il y a quelques décennies. C'est tous les pays qui sont en train d'évoluer dans ce sens. Pourquoi ces pays évoluent dans ce sens? Tout simplement parce que le savoir a explosé. La masse d'informations, de connaissances et de besoins pour pouvoir vivre dans une société est devenu tellement important qu'un citoyen dans un pays a besoin d'un nombre d'années plus important pour pouvoir vivre, pour pouvoir être un citoyen utile dans son pays. Et c'est pour cela que la majorité des pays ont repoussé l'âge du mariage pour le ramener pratiquement tous à l'âge de 18 ans, qui est l'âge aujourd'hui admis comme âge de majorité. Sans te dire quoi de la spécificité traditionnelle une fois de plus. Je vais vous embêter avec ça parce que je pense que le premier tour de table il est extrêmement important de rester un petit peu sur le modèle social, le modèle culturel et traditionnel qui est marocain, dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui le danger c'est pas quelque part de vouloir imposer des modes de fonctionnement ou des règles, des espèces de réglementations d'ailleurs qui ne soient pas forcément en phase avec le référentiel traditionnel et traditionnaliste de certaines populations. Je n'ai pas, non, je pense que j'ai tout simplement fait un benchmarking pour essayer de dire, indépendamment, le Maroc évolue, mais chaque pays à l'intérieur de lui-même est en train d'évoluer. C'est juste un benchmarking que j'ai fait. Mais ici au Maroc, intérieurement, et sans faire de référence à aucune autre culture ou à aucune autre forme qui vient de l'étranger, le Maroc est en train d'évoluer. Le Maroc avait, par exemple, à titre d'information, à titre d'exemple, la scolarité était obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans. Cette scolarité est passée jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ceci n'est pas gratuit. Si le Maroc a décidé que la scolarité devait être obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est parce qu'il considère qu'on ne peut pas avoir des citoyens qui n'ont pas un minimum de connaissances et de savoir. Lorsque le législateur en 2004 a passé l'âge du mariage à 18 ans, c'est parce que la collectivité générale a voulu cela. Et pourquoi la collectivité générale a voulu cela? Tout simplement parce qu'on considère qu'une personne qui n'a pas 18 ans n'est pas capable d'avoir des droits, d'avoir la totalité de ses droits politiques. Il ne peut ni être élu ni voter. Cette personne de moins de 18 ans ne peut même pas agir pour ses propres biens, ne peut ni acheter ni vendre. Comment cette personne peut-elle aliéner sa vie et la vie d'une autre personne pour le restant de sa vie? Et comment pourrait-elle décider, puisque le mariage c'est ça, décider d'avoir une progéniture alors qu'elle n'a pas la capacité pour faire des actes aussi bénins que vendre ou acheter? Et c'est une évolution qui est une évolution normale. Maintenant, c'est vrai qu'un certain nombre de populations rurales ou de populations urbaines, fraîchement urbanisées, qui viennent d'arriver en ville, continuent à vivre sur ce modèle, qui est un modèle ancien. Mais ce modèle est en train de vite être dépassé. Et je pense que dans les décennies à venir, la majorité des femmes se marieront et on aura beaucoup moins de mariages. Quand vous dites des décennies à venir, si vous êtes optimiste ou pessimiste? Je suis optimiste. Voilà. J'aurais aimé situer votre propos et votre projection surtout. Docteur Idrissi Rémichi Noël, qui est, je rappelle, pédopsychiatre au CHU de Casablanca. Je vous remercie. Je remercie l'association Droit et Justice de m'avoir invité. C'est un sujet très pertinent. Et c'est vrai que quand vous m'avez appelé pour assister aujourd'hui, j'ai réfléchi à ce sujet. Je me suis dit, mais je ne reçois pas beaucoup. J'ai pratiquement jamais reçu de jeunes filles en consultation pédopsychiatrique. Après, je me suis posé la question, mais qui c'est qui va ramener ces jeunes filles adolescentes en consultation? Leurs parents, leurs maris, on les responsabilise tout. Est-ce qu'on pense à leur santé mentale? Et c'est vrai que mon expérience au CHU, ce que j'ai souvent reçu comme, c'est-à-dire ou des cas de jeunes filles victimes de sévices sexuels et en cours de prise en charge, où j'entends l'un des parents dire, qui ont comme projet de la marier, c'est des jeunes filles des fois de 12-13 ans, et c'est là bien sûr je reprends et je rentre en contact avec différentes associations pour pouvoir sauver ces jeunes filles.
mais aussi on reçoit souvent des jeunes enfants qui sont en difficulté, dont la mère, quand on va au niveau de l'histoire familiale, au niveau c'est-à-dire de l'histoire de l'enfant, quand je demande l'âge de la mère, quand elle était enceinte, là je retrouve que c'était des jeunes mamans, adolescentes qui étaient enceintes de ces enfants. Donc là, il y a déjà pour moi deux problématiques, c'est ces jeunes filles adolescentes qu'on marie et ce qu'il en est de l'adolescence, parce je vais revenir par rapport à l'âge dont vous venez de parler, et aussi ces enfants de ces mères adolescentes, qu'est-ce qu'il en est pour eux? Est-ce que ces jeunes filles sont capables de prendre en charge un petit par rapport à la responsabilité en tant que jeune adolescente qui est en plein développement et en plein apprentissage? Donc déjà, moi je vais faire une petite fenêtre par rapport à ce que c'est que, si on revient par rapport à l'adolescence, déjà ce que c'est une période qui est très importante dans le développement, c'est le passage entre l'enfant et l'âge adulte. Et donc c'est une période de transition qui n'est pas évidente pour les ados, c'est-à-dire quelle que soit la culture, quel que soit le niveau social, c'est la même biologie cérébrale et c'est le même développement psychologique. Et ce qui a été démontré maintenant, c'est que le cerveau n'est complètement mature qu'à l'âge de 20, 23, voire 24 ans. Donc vous imaginez qu'une adolescente de 15-16 ans, il y a encore une immaturité, c'est-à-dire la dernière partie du cerveau qui est développée, c'est le cortex préfrontal, et c'est lui qui gère tout ce qui est régulation émotionnelle, planification, prise de décision, tout ce qui est en lien avec la responsabilité. Donc on voit que ces jeunes, c'est difficile pour eux, donc même pour moi 16 ans, c'est très jeune, pour ces jeunes de les responsabiliser, à prendre en charge, c'est-à-dire par rapport à est-ce qu'on peut autoriser au mariage ou pas. C'était une petite remarque. Vous venez de dire sur la maturité de l'appareil cérébral, si je puis dire. Oui. C'est pour le garçon et pour la fille. Oui, la fille, elle est mûre 1 à 2 ans plus tôt que le garçon, mais c'est à partir de l'âge de 21 à 22 ans. Et surtout la partie du cerveau, c'est pour ça que chez les ados, on retrouve souvent une certaine, parfois pas tous, mais une impulsivité, des prises de danger, mais c'est lié aussi au niveau biologique par rapport au développement du cerveau. Donc dans ce débat sur l'âge minimum, on préconisait l'âge minimal à peine de 23 ans. L'adolescence a été décrite jusqu'à 19 ans, mais là, ce qui est démontré dans les dernières recherches, c'est que la maturité, même au niveau du cerveau, dans les prises de décision, planification, ça va jusqu'à 22 à 23 ans. C'est-à-dire qu'il y a toujours une modification au niveau cérébral. D'accord, merci beaucoup à vous, docteur Ramichi. Je vais tout de suite donner la parole à Asma Oumoulot, qui est juge au tribunal de première instance ici de Casablanca et membre de l'Alliance des magistrats du Maroc. Vous voulez directement aller au pupitre? Micro, si vous permettez. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الدعوة من طرف جمعية عدنا. أولا أود أن أجيب رئيس الجمعية بأنه ارتأى أن يكون متفائلا، وأنا أقول له نعم لأن التفاؤل الحمد لله المجتمع المغربي في تطور دائم، وأن موضوع زواج القاصرات كنت من بين المشاركات في إطار عدة حملات تحسيسية من طرف عدة جمعيات مهتمة بالشأن النسائي، من بينها الاتحاد النسائي المغربي ما بين 2013 و 2012 و 2014. عقدنا مجموعة ديال الجلسات التحسيسية، انتقلنا فيها مجموعة ديال القرى، حسسنا الناس بأنه يعني بالآثار الجانبية المصاحبة للتزويج أو زواج القاصرات. بالنسبة للموضوع نعرف أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة العقل. هذه النعمة التي أنعم علينا بها هي التي تحسن من التفكير والاختيار وتقدير الأمور، إلا أنه لا يلزم الموضوع هو موضوع النقاش. فقبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من تسليط الضوء على بعض المعطيات المولدة لهذه الظاهرة، أي الأسباب المؤدية إليها. نعرف أن المجتمع المغربي لا ينحصر فقط في المدار الحضري أو مدار ما بين التربطة والرباط والمدن الكبرى، بل هناك مناطق نائية والتي التي بها أغلبية السكان التي تشهد مثل هذه الحالات ديال زواج القاصرات. فمن بين هذه الأسباب هناك أسباب أولا اقتصادية وهي الفقر والهشاشة، ثم اجتماعية العادات والتقاليد كما قال المنسق، ثم هناك أسباب ثقافية وهي ما يسمى بزواج الفاتحة كما قال الدكتور شاكي. فما هي الآثار التي تترتب على ذلك؟ هناك
آثار اجتماعية ومخاطر اجتماعية خطيرة جدا، وأن الدكتورة مع الأسف قالت بأنه لم تسجل لديها أي حالة من هذه الحالات. أنا أقول أنه لا يمكن أن تسجل الحالات ما دام أنه يجب على المجتمع المدني أن يقوم بالتحسيس، وأن ينتقل أمثالكم إلى مثل المناطق النائية التي تشهد هذا النوع من الزواج حتى تمارس نوع من التحسيس، لأن هذه المخاطر تؤدي إلى العنف الأسري وكذا الانتحار. ثم هناك مخاطر صحية.